oui, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. C'est mercredi, c'est l'acte 3 du rendez-vous. Bienvenue dans le Grand Talk si vous nous regardez ici ou ailleurs. Merci de choisir la télé sans filtre. Merci de regarder Live TV. Ce soir, je suis sur le plateau en compagnie de Monsieur Élisée Bolougbe. Comment allez-vous, Monsieur Bolougbe? Je vais très bien, Brice. Et vous-même? Bien, très très bien. Journée de mercredi, plutôt... Tranquillos. Plutôt tranquillos, c'est pas mal. Isabelle est à ma droite. Bonsoir Isabelle. Salut Brice, salut à la team. Journée de mercredi plutôt... Cool. Cool. Avec moi, Monsieur Daouda Koulibaly, Sa Majesty. Journée de mercredi plutôt... Alité. Alité. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Pas très en forme, mais... Daouda, c'est un infatigable... C'est un commis. Vous connaissez? Un commis de l'État. Un commis de l'État. Mais cette fois-ci, Travailleur c'est pas infatigable. Ouais. Mais bon, on vous souhaite d'être... Ça va passer, ouais. Merci déjà pour l'effort. Madame Bleu est sur le plateau. Bonsoir, madame. Bonsoir Brice. Un mercredi plutôt... Calme. Calme. Ouais, posé. Très très bien. Bon, c'est sûr que on a une équipe qui est plutôt au top. Bon, je regarde les équipes techniques, éditoriales. Tout le monde est en forme, tout le monde est à son poste et tout le monde est gonflé à bloc pour proposer un programme de qualité à nos téléspectateurs. Chéris que vous êtes, vous nous regardez sur les canaux numéro 6 de la TNT et 206 du bouquet Canal+. Et vous nous regardez en HD, c'est important. Voilà, vous regardez le Grand Talk, un grand rendez-vous aussi, où nous débattons, nous provoquons des réflexions, nous suggérons, nous proposons. Peut-être pas d'accord tous les jours avec ce que certains disent sur le plateau, d'accord avec ce que d'autres affirment, mais c'est cela le débat. C'est pour ça que c'est un talk, c'est pour ça qu'on vous aime tant. Merci également d'être très nombreux à réagir sur nos pages des réseaux sociaux. Sur ces belles paroles plutôt responsables, les amis, nous allons évoquer la victoire des éléphants. Les éléphants, Élisée Bolougbe, je me tourne vers vous. Eh bien, jouer le match retour contre Les Comores. les Comores. Les éléphants ont disposé de la formation des Comores 2-0. Propre. Oui. 2 buts de 2 milieux de terrain, notamment Sangaré, très bon milieu de terrain, et Kessié. Franck Kessié. Voilà, qui nous ont assuré la victoire aux Comores. Franchement, on peut dire que les éléphants sont sur une bonne pente. En tout cas, quand on regarde quelques mois en arrière, le démarrage de ces éliminatoires-là à aujourd'hui, on pense qu'il y a du chemin qui a été parcouru et il y a de quoi quand même être fier. C'est vrai que ça ne suffit pas déjà pour commencer à crier victoire finale, mais déjà c'est motivant que la sélection puisse remporter des matchs. C'est déjà une très bonne chose. Et puis surtout, au-delà même de remporter le match, on sent quand même une certaine âme qui se crée dans l'équipe. Et c'est surtout ça qui est vraiment encouragé. On sent quand même que la balle circule vraiment dans les différents compartiments, depuis l'arrière jusqu'à l'avant. On sent qu'il y a un rythme de jeu qui est donné, on sent qu'il y a une vie dans le jeu. Et c'est ce qui est important. Parce que c'était l'une de nos inquiétudes, surtout après les premiers matchs, les phases éliminatoires, on a senti une équipe décousue. Les lignes étaient vraiment rompues, mais là, on se rend compte qu'au fur et à mesure, le réflexe les automatismes commencent à se créer. Et c'est une très bonne chose. On espère rester sur cette dynamique-là jusqu'à la CAN. Vraiment, je n'étais pas vraiment l'une des personnes les plus, je dirais, les plus sûres de notre sélection pour ces derniers mois-là. Mais après ces 2 matchs, je ne peux pas déjà crier victoire, mais je peux déjà dire qu'il y a des bonnes choses. Vous avez même le droit de crier victoire, vu qu'ils ont remporté le match. Non, je vais dire que nous, notre victoire, ce que moi j'appelle victoire, c'est vraiment le Graal, le Saint Graal. C'est-à-dire, au soir du mois de février 2024, être en train de brandir le trophée. C'est ce que moi j'appelle victoire. En fait, on dit souvent dans les discours populaires, il ne faut pas trop mettre sa tête sur les éléphants en général lorsqu'ils commencent à remonter la pente. Mais ça fait plaisir déjà parce qu'on se rapproche bien sûr de la prochaine CAN et les voir revenir en forme après avoir eu un début assez mitigé, avec malheureusement certaines défaites. Ça fait vraiment plaisir de constater qu'ils reviennent sur le devant de la scène avec des victoires et surtout qu'il y a maintenant un peu plus cette homogénéité. Tu as parlé d'âme. On sent un peu plus une âme au sein de cette équipe. On voit des individualités se distinguer, se dégager. On a Sangaré qui est en pleine forme. On a Kessié également. On a aussi Haller qui est revenu également en forme. Ça fait plaisir. Et j'espère qu'ils vont continuer ce rythme, à garder ce rythme et surtout ne pas nous décevoir pour la suite. Ouais, bon, écoutez, on est serein, on est serein. Vous connaissiez l'ouvrage « Allah n'est pas obligé » ? Oui, Amadou Kourouma, personne. Très, très bien. Surtout que les éléphants n'étaient pas obligés de gagner ce match. Ouais, mais il faut nous faire plaisir quand même. Parce qu'en tant que pays organisateur, en tant que pays hôte déjà qualifié d'office. Oui, bien sûr, oui. Mais c'est vrai, ça aurait pu démotiver certaines nations. Pour certains, ils allaient se dire, de toute façon, il n'y a pas grand enjeu.
mais on sent que les éléphants jouent quand même avec du cœur, avec du rythme. Et je pense qu'ils voient en ces matchs-là des préparations. C'est ça. Et c'est surtout ça qui est important. Il faut qu'on voit en ces matchs-là des préparations. Parce qu'une chose est d'aller à la CAN, mais une chose est d'arriver prêt à la CAN. Et c'est la chose la plus importante, quoi. C'est vrai que bientôt, la saison régulière en Europe va s'arrêter, disons au mois de mai-juin. Mais la première partie de saison prochaine est aussi déterminante, c'est-à-dire du mois d'août jusqu'au mois de décembre, avant le regroupement pour aller à la CAN. Ça aussi, c'est une phase déterminante. Notre prière, c'est que nos éléphants ne connaissent pas de blessures, qui puissent les éloigner des terrains, et que ceux aussi qui sont peut-être blessés jusque-là ou bien en méforme retrouvent la forme pour qu'on ait vraiment un effectif costaud. Peut-être en récupérant quelqu'un comme Gervinho, qui peut-être entre-temps aura trouvé un club et serait revenu à son meilleur niveau. Je crois qu'on aurait une très belle formation pour affronter la CAN. Et pendant ce temps, on a envie de dire, et pendant ce temps, au Cameroun, eh bien, les Lions sont en difficulté, Isabelle. Oui, parce que moi j'ai noté en tout cas que parmi la liste des pays qui sont déjà qualifiés, donc on a la Côte d'Ivoire, on a le Sénégal, Burkina Faso, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, et le Cameroun est en difficulté. J'ai bien envie de les voir en tout cas jouer avec la Côte d'Ivoire. Ouais. Vendredi dernier, ils ont concédé un match nul, et là, ça ne suffisait pas. Mardi, hier, eh bien, ils ont été battus par la Namibie. C'est ça, tout à fait. Ils ont concédé le match nul à Yaoundé, hein, c'est ça, surtout, au Cameroun, sur les installations. Et le match contre la Namibie a été joué à Soweto, en Afrique du Sud, et là, ils ont perdu. Après avoir été accrochés par la Namibie à Yaoundé le vendredi, le mardi, ils ont plié les chines devant les Warriors. Ce serait une forme d'ironie du sort de ne pas retrouver le Cameroun à ce rendez-vous-là. Est-ce qu'ils sont en danger? Est-ce qu'il y a un risque qu'ils ne participent pas après ce qu'ils ont concédé comme méforme? Ben, ils sont en danger. Ils sont en danger. Mais pour rappel, il faut vous souvenir qu'il y a des nations, non des moindres, qui ont manqué la CAN précédente, la CAN passée. Donc, rien ne dit obligatoirement que le Cameroun doit se qualifier. C'est vrai que c'est une grande nation du football. On aimerait en tout cas la voir parmi les nations qualifiées pour la CAN parce que ça va rehausser encore le spectacle. Mais bon, il faut glaner son ticket ou bien il faut obtenir son ticket sur le terrain et c'est la réalité du rectangle vert. Si tu n'as pas été à la hauteur sur le rectangle vert, bon, bien évidemment, tu vas rester à la maison. Mais ils sont véritablement en danger. Et moi, je crois que le problème du Cameroun, c'est vrai qu'on va supputer longtemps dessus, mais je reste pertinemment convaincu que c'est la mauvaise gestion de la suite pour moi de la Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde n'a pas été forcément ce qu'on attendait du Cameroun, quand bien même il a battu le Brésil, voilà, lors du dernier match, mais ce n'était pas pour moi... C'était pas le meilleur Cameroun. C'était pas le meilleur Cameroun. Et puis, il y a eu des problèmes de personnes à la suite. Il y a eu des histoires vraiment entre les entraîneurs. On se rappelle de l'épisode Onana, le gardien titulaire du Cameroun, avec qui il y avait eu quelques brouilles, qui s'était même retiré. Et ça suscitait vraiment des divisions au sein de la tanière des Lions. Toutes ces choses-là, vraiment aujourd'hui, font qu'il n'y a pas la sérénité dans la tanière. Et ce n'est pas de bon augure pour le Cameroun qu'on souhaiterait vraiment, comme je le dis encore, voir ici en Côte d'Ivoire lors de la prochaine CAN. Pour quelle raison? Ben, parce qu'on veut les loger. Parce qu'on veut les loger. Parce qu'on veut les loger. Non, parce que les Camerounais, après tout, restent vraiment des frères. C'est les meilleurs, pour moi, un partenaire sparring. Non, je pense que, comme on le dit sur les réseaux sociaux, ça n'aurait pas de goût de ne pas avoir le Cameroun pendant cette CAN. On a déjà préparé, voilà. On doit les loger. Donc... On doit les voir, ce sont nos frères. On doit les voir, ce sont nos frères. En tout cas, sur les réseaux sociaux, c'est clair que les ressortissants camerounais ne sont pas du tout contents et c'est compréhensible. Donc, l'entraîneur, il est conspué. Également, le président même. Oui, bien sûr, le président également. La FECAFOOT. Exactement, la FECAFOOT aussi est conspuée. Tout le monde est en danger et le dernier match sera vraiment décisif pour les Lions indomptables. J'espère qu'ils ne seront pas domptés. Ouais. Bon, après, tous ceux qu'on peut éliminer, qu'on enlever sur le chemin des éléphants, pour qu'on aille résolument, assurément. Mais à ce niveau-là, il faut dire que déjà les qualifiés, là, c'est du très, très gros calibre. On a le Sénégal, on a l'Algérie, on a le Maroc, on a la Tunisie, qui reste quand même des grandes nations de foot, donc qui sont déjà qualifiées. C'est en cela que je pense que la prochaine CAN qui va se dérouler en Côte d'Ivoire sera une très belle CAN, une CAN de haut niveau. Ça, j'en suis certain. Une CAN de haut niveau en termes même de prestations des équipes sur le terrain, parce que là, je pense qu'on a la crème. Si le Cameroun arrivait à se sortir de ce guépier-là, on aura vraiment la crème de la crème en Afrique
durant cette CAN-là. Et c'est de très On bon aura de augure. très beaux matchs. Oui. Voilà. On aura de très très beaux matchs. Bon, les amis, on va passer à un autre sujet. Et on va dire bravo aux éléphants, bravo Oui. aux buteurs, bravo Continuez à Franck comme ça. Kessié, bravo, Oui. bravo. Vous êtes dans nos cœurs et voilà, on est fiers de vous. Ces éléphants-là, comme vous êtes comme ça, on est fiers de vous. Ça. Continuez. Bon, les amis, qui se souvient de ces dictées? Madame Bleu? Mais oui, Je me souviens bien, ouais. Petite j'adorais anecdote les sur la dictée? dictées. Oui. J'ai gagné un concours de dictée au primaire. Donc, Très bien. je pense que j'aimais les dictées parce que j'aime le français. Très bien. Et on nous a beaucoup chicoté aussi au secondaire à cause de ça. C'était quoi votre lacune en dictée? Les accents? C'était surtout, oui, non pas les accents, Les ponctuations. les ponctuations. Oui, Voilà. très bien. Les ponctuations. Moi, je n'aimais pas la dictée, sincèrement. Je préfère le dire. Je n'aimais pas parce que j'ai toujours eu des difficultés avec l'accord du participe passé. Employé avec l'auxiliaire à voir, L'auxiliaire à voir, Ça, c'est une c'était leçon de trop C. compliqué. Donc, du coup, même aujourd'hui, même quand j'écris un article, quand j'ai fini d'écrire, franchement, quand je vois que j'ai des doutes, je préfère donner mon texte à quelqu'un, relis, corrige pour moi, pour que je puisse le diffuser. Il y a des outils numériques maintenant pour ça. Oui, mais il ne corrige pas comme un homme. Parce que souvent, il y a des trucs qui ne contextualisent pas. Donc, quand tu le donnes à un être humain, il sait. Souvent, même avec la syntaxe, tu peux te rendre compte qu'il y a un E muet que tu as mis de trop, que tu devais enlever. Donc, les outils numériques, Les outils même si numériques on parle font ça. d'intelligence artificielle Les outils aujourd'hui, numériques le font ils très peuvent pas- bien, Daouda. ils peuvent pas régler tous ces problèmes-là. Très bien. Voilà. Dictée, Élisée Boloubeu, Ben moi, c'était l'une des matières que j'adorais quand j'étais au primaire. en plus de l'EPS. Ah non, au primaire, il n'y avait pas de DPS. Non, mais la dictée, c'est l'une des matières que j'adorais, c'est vrai. Ben, c'est pas venu aussi, je dirais, de façon Naturelle, spontanée. oui. Il a fallu qu'on crée un cadre, un environnement qui nous a conduit à aimer la dictée. Parce que je me rappelle à l'époque avec notre instituteur, là j'étais à l'EPP Ouattara Thomas Daquin, à la gendarmerie Agban. Déjà même que je salue tous ceux qui sont là-bas, les anciens instituteurs et autres. Et là-bas, notre maître enlevait 4 points pour une faute. Waouh, c'était Donc énorme, 5 quand fautes, vous avez 0 en fait, Waouh. sur les 20. Donc là, franchement, et vous aviez droit au nombre de coups Ouais. qui équivalait au nombre de fautes. Très bien. Donc vous imaginez que ce n'était pas facile. On avait Mais la vraiment, on a chicotte. aimé après la dictée Vous avez et vu on la voit dictée, vous qu'aujourd'hui, ça l'aimiez nous a beaucoup aidé. Exactement. La dictée, j'étais plus scientifique que littéraire. littéraire, mais j'aimais bien la dictée. Mais j'avais un petit souci, c'est qu'à chaque fois que la maîtresse ou le maître lisait la dictée, j'avais du mal en fait à entendre les différents mots. Donc, ce qui comprendre, faisait, en fait. voilà, donc ce qui faisait que je me trompais à chaque fois sur le mot qui était dicté par C'est elle. quoi? Il avait un souci avec Oh, l'articulation je ou sais quoi? pas, je sais De la pas. Non, il y avait Je l'accent sais- aussi. il y a la Si vous diction, il étiez y a pas tombé mal de sur trucs. un instituteur qui était d'un pays autre que la Côte d'Ivoire, il avait son accent, donc c'était plus compliqué. Pour moi, j'aimais la dictée, j'ai pas eu le choix, parce que mon père, il avait infligé à tous mes amis qui venaient jouer au foot chez moi, que juste avant de jouer au foot, il fallait qu'on finisse la dictée. Donc pas personne ne mal, venait ça. chez moi, dit, j'ai Brice, on s'en fait dicter. Quand ça joue au ballon. Avant le Mais foot. l'avantage, donc on est tous d'accord ici que la dictée a apporté Oui. beaucoup de choses, bonnes nouvelles, et bien en vue de répondre aux difficultés de certains élèves en matière d'écriture, le ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, Madame Bleu, a initié un programme dénommé la dictée du jour. Oui, la dictée du jour et qui a été lancée donc au groupe scolaire Amont d'Abi dans la commune du Plateau à Abidjan. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir ramener, réinstituer en tout cas ce point important de notre éducation nationale et faire de telle sorte que les élèves retrouvent cette base en français. Donc ça va se faire de façon régulière. Ça sera une action qui va se faire de façon régulière et qui va également être liée à un programme de digitalisation pendant toute une période en fait. Donc elle-même, elle a donné la dictée à ses élèves et ça va se faire régulièrement chaque mois. Version Mais en fait, digitale, vous l'avez dit. Exactement. Justement, c'est l'inquiétude la question que je me posais. Quand on dit que la dictée du jour sera entièrement digitale, et quand tu regardes notre pays, je pense que le digital n'est pas arrivé partout en Côte d'Ivoire. Quand on regarde le taux de pénétration, sincèrement, je veux dire, ça va s'arrêter peut-être à tout casser, Abidjan, Grand Abidjan et puis les grandes villes. Mais et les gens de Valaré, de Morocco, Dougou, qui sont très loin, où la fibre optique n'est pas encore Mais c'est arrivée. un début. Oui, C'est un début. ou de Je veux dire- Pogouin même. C'est vrai, c'est un début, c'est bien. Mais je veux dire, quand on veut faire quelque chose, il faut faire les choses bien pour tout le monde. Parce qu'on est tous au même niveau. C'est pour rehausser le niveau de tous les élèves de Côte d'Ivoire. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait des parents pauvres dans cette histoire de dictée du jour, en fait, à cause de la digitalisation. Autant dire aux différents drains de dire, bon, désormais, on instaure la dictée, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais dire digitaliser, je pense qu'il y a des gens qui seront
un peu sanctionné en fait. Après, c'est pas obligatoire. Je veux dire, c'est pas tout de suite que ça va se faire de façon digitalisée. Il y a toujours le papier qui sera toujours présent. Mais quand il y a un besoin, on crée ce besoin également. C'est pas parce qu'on n'a pas atteint un certain niveau de couverture digitale Internet qu'il ne faut pas commencer à prévoir ça pour le pays. Mais donc, ça va en début, fait. il y a certaines draines qui sont. Bougez pas, Daouda. En tant occupées. qu'instituteur, il faut Oui. que je règle un petit problème, Madame Bleu. Il ne faut pas se mettre des. Allez-y. Oui, voilà. c'est bon. Essayez de vous mettre D'accord, en face. ça va. Voilà. Il ne faut pas se mettre de frein en fait. Oui, on n'a pas encore cette couverture pour tout le pays, mais je pense que c'est important de pouvoir essayer de se rapprocher de ce que les grandes nations font et commencer par cette digitalisation. La dictée en format numérique, oui, pourquoi pas, mais c'est un processus qui se fera de façon, on va dire, progressive. Moi, j'étais On était parti, pardon Daouda, mais on a compris votre point. Élisée, on était parti d'ailleurs sur un constat, c'est qu'il y avait beaucoup de lacunes en matière d'écriture, en matière de vocabulaire. C'est ça. Effectivement, il y a quelques années en arrière, disons autour des années, je crois, 2013-2014, où la dictée avait été retirée purement et simplement de la formation. Elle a juste été réintégrée à partir de 2021, c'est-à-dire il y a juste une année et demie pratiquement que la dictée a été réinstaurée. Parce qu'effectivement, l'expérience de cette date de suppression de la dictée à la réinstauration de la dictée, on s'est rendu compte vraiment que ça avait été une décision qui n'était pas du tout judicieuse. Parce que là, on a vu que le niveau en français des enfants a terriblement baissé. Rien qu'à regarder le rapport PASSEC qui est sorti en 2019, nous l'a complètement édifié sur la question. Et il était important qu'on réinstaure la dictée. Moi, je n'irai pas jusqu'à juger cette décision, mais pour moi, je trouvais qu'elle n'était pas opportune. Elle n'était vraiment pas indiquée. C'est vrai que parfois, les institutions internationales, pour des raisons qui leur sont propres, peuvent parfois essayer de nous imposer certaines choses ou bien nous amener à adopter certaines choses. Mais il ne faut pas perdre de vue que nos nations n'ont pas forcément la même configuration sociologique, idéologique, la manière de fonctionner. Donc parfois, ces décisions-là, il faut les adapter à la réalité de nos sociétés. Mais la dictée, si on enlève, mais aujourd'hui, on a même des problèmes. Vous avez souvent des personnes qui sont même au supérieur, au collège, au lycée, au supérieur, mais qui ne peuvent pas vous écrire une phrase correcte. Quand tu demandes même aujourd'hui, si tu demandes la définition, c'est quoi une phrase à quelqu'un, il ne pourra pas te dire. Ce que nous, on répétait à tue-tête au CP2, au CE1. Une phrase complément, sujet, verbe, complément, mais on ne pourra même pas te l'écrire. Il va t'écrire avec de nombreuses fautes. Donc, vraiment, pour moi, c'est une très bonne chose d'avoir réinstauré la dictée. En fait, et puis, il faut en faire une matière vraiment, je dirais, une matière des plus importantes parce que l'administration, pour moi, c'est l'écriture. Dans tous les secteurs, on a besoin La de... dictée. Pardonnez-moi, je vais juste préciser que la dictée, à l'époque, avait été retirée, donc remplacée par un autre exercice qui consistait à proposer un texte avec des fautes. C'est ça. Et puis, en fait, chaque élève devait identifier l'erreur dans le texte. Mais moi, je trouve que c'est trop facile, en fait, Oui, parce que c'est par l'erreur que commet l'enfant qu'on apprend le mieux, en fait. Voilà. Donc moi, je pense que revenir à la dictée est une très bonne chose. Enfin, je rejoins le point, en tout cas, d'Élisée. Ça nous a donné de très, très, très bonnes bases. Je veux dire, en tout cas, Oui. pour notre génération, ça nous a donné de très bonnes bases. Lorsque tu vois une faute d'orthographe, une faute de grammaire, moi, ça me pique dans les Oui, yeux. si on fait l'opposition à cette dictée-là qui vous fait aimer le mot tel qu'il est, vous avez votre Mais smartphone. parce qu'on peut pas- La question que moi je pose aujourd'hui, là, On ne peut pas dire aux gens d'aimer lire des livres alors qu'ils n'ont pas une bonne base, par exemple, en français, et donc en dictée, par exemple. Donc, Mais il y a toute cette base, quelque malheureusement, part, qui a c'est été pas ce qui fait abandonnée, que qui a la été langue faussée. française aujourd'hui est un peu en retard quand tu regardes les autres langues vivantes. En retard, comment En retard. Je veux dire, quand tu regardes dans le classement des langues les plus parlées au monde, il y a l'anglais, il y a, comment on appelle, d'autres langues qui arrivent. Le français même arrive pratiquement 3e ou 4e derrière, comment on appelle ça, les Indiens. Mais je veux dire, aujourd'hui, quand tu regardes la langue française, on fait très, très, très attention à certaines fautes d'orthographe, de syntaxe et autres. Je veux dire, ceux qui ont retiré la dictée en son temps, je pense qu'ils avaient des raisons. Non, mais Vraiment, Daouda, qu'est-ce Mais que il y a tu proposes surtout quelque chose de factuel qui est venu également Non, mais briser. non, Daouda, qu'est-ce que tu proposes là, donc, la langue française, elle est compliquée. Donc, dans ce cas, il faut plutôt aller sur la phonétique, alors, ne plus se concentrer sur les accents, sur les accords, parce que c'est ça la base de la langue française. Bon, je veux dire, aujourd'hui, Ou bien est-ce que on parle on est dans un l'anglais, monde tout de, simplement, je c'est veux mieux. dire, on est dans un monde de mondialisation. Oui. Pour moi, il faut pouvoir aller un peu de l'avant. Est-ce que parce que quand Il faut toi, définir notre propre langue française. j'ai pas dit ça, Oui, mais je veux c'est dire ça. quand tu regardes C'est l'argot, ça devient de l'argot. De l'argot. quand Comme je le regarde Vichy. des pays comme les États-Unis où le gars il fera pas forcément attention, il Donc, veut te c'est mieux de comprendre. parler l'anglais, alors. Bon, pourquoi pas? Ça peut, Non, ça mais peut sur la- marcher. moi, Moi, je veux dire, aujourd'hui, quand on instaure la dictée ou quand on l'enlève, sincèrement, pour moi, il n'y a pas vu de changement notable. Malgré que la dictée a été enlevée, on a eu des élèves quand même assez brillants.
qui sont allés dans de grandes écoles, pourtant il n'y avait Mais pas de combien, dictée. Oui, mais- combien mais alors Daouda, que le niveau a baissé? non, mais Combien Daouda, le niveau a je pense baissé? non, mais Daouda, Chiffres, non, si je pense qu'il faut être factuel. Faut être factuel. Quand tu dis que tu ne vois pas ce qui a changé, Il y a des moi je chiffres. t'évoque un rapport. On parle de Un la- rapport du PASEC qui est censé être un rapport qui s'étend sur 19 pays, dont les nôtres, et qui nous classe parmi les pays en avant-dernier, dernière avant-dernier. position. Maintenant, Parce qu'on estime Est-ce qu'ils ont dit que la faute revenait à la dictée? les matières qui ont été indexées. Parce que, est-ce que je c'est pas t'explique- le système scolaire? Non, c'est ce que je te dis, les matières qui ont été indexées, parce que c'est des matières. Les matières qui ont été indexées sur lesquelles on occupait effectivement les dernières places. Il y avait le français, c'est-à-dire il y avait la littérature, et surtout au primaire. Et le rapport disait que plus de 60%, 75% mais des enfants arrivaient au collège sans savoir collège, lire, ni exactement. écrire. Mais ça, c'est grave, parce que tu conviens avec moi que la dictée même, déjà nous apprend à écrire et nous apprend déjà à lire. Mais c'est là où je suis pas c'est ce d'accord qu'on- avec toi, Mais c'est là Élisée. qu'on est venu corriger maintenant, en fait. Ah, Élisée, c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, parce que Pourquoi? ce n'est pas la dictée qui va t'apprendre. Quand on partait encore au CP1, déjà même au CP1, on nous apprenait à lire sur le tableau, à lire, à écrire. Après, la dictée venait en fait pour Consolider pour tout ça. consolider ce qu'on t'avait appris à Mais si lire tu et à n'as plus écrire. la dictée pour Si- consolider, non, c'est s'il que vous tu plaît, n'as pas de base, non, je vais aller alors. doucement quand 15 même. secondes. Parce qu'au-delà de tout, je veux dire, il ne faudrait pas qu'on épingle la dictée comme qui est le facteur de baisse du niveau des enfants. Non. Est-ce que quelque part, ce n'est pas le système scolaire même qui pose problème? Pour moi, c'est ça. Il ne faut pas épingler seulement une seule matière. Brice, moi, je suis On dit un la peu- dictée. Je Voilà. veux dire Quelques quelque secondes, chose. Madame Bleu, sur la D'accord, je question. veux dire qu'il faut qu'on soit factuel. Il y a déjà un rapport qui a été produit. Oui. Si tant est qu'on estime, ou bien si tant est que des études avaient prouvé par A plus B que ce n'était pas la question de dictée qui était un problème, je pense qu'on ne l'aurait pas réinstauré. La réinstauration de la dictée vient porter un coup ou bien vient montrer un désaveu de ce que cette décision-là n'était pas une décision salutaire. C'est pourquoi on décide aujourd'hui de réinstaurer la dictée. Parce qu'on estime que ça avait contribué à baisser le niveau des élèves. Et puis, Donc on instaure ça la n'a dictée à pas été nouveau. décidé sur un coup de tête. Je veux dire, ça fait partie des mesures qui ont été prises même avant la fin des États généraux de l'éducation de nationale. l'éducation nationale, Donc, ouais. il y a eu un constat qui a été fait par des acteurs qui sont des experts de ce domaine, qui sont partis également du constat du PASEC. Non, c'est que Non, sûrement ceux qui qui ont sont partis enlevé également du aussi n'étaient constat pas du de bons PASEC. experts aussi. Tu parles de la langue française, tu Madame parles Bleu, de la regardez votre dictée caméra. qui n'est pas nécessaire. Mais pour entrer dans l'administration, tu es obligé donc de rédiger aussi Bien des sûr, lettres bien manuscrites. sûr. Mais comment tu vas rédiger une lettre manuscrite avec des fautes et te dire que tu n'as pas besoin de la langue française ou de la dictée pour pouvoir Non. rentrer dans Alors, je vais l'administration? contenter mon ami Daouda. Pour C'est dire nécessaire. que, on est parti sur un constat. Il y a un problème avec la langue française. Parmi les raisons, il y a peut-être, parmi les raisons, Parmi les raisons. entre autres, il y a le retrait de la dictée. C'est ça. Et donc, on a estimé, même si ce n'était pas forcément une raison, comme vous le pensez, fondamentale, réintégrer la dictée pourrait aider à résoudre le Et problème. c'est Tant une que des ça peut mesures, c'est aider, pas la tant seule. mieux. Voilà, c'est une des mesures, mais c'est pas la seule. Voilà. Bon, alors, j'ai un peu un classement en 2023, s'appuyant donc sur les estimations du style spécialisé ethnologue, les langues les plus parlées en 2023 sur la planète. Bien, qu'il donne sa langue au chat. L'anglais en premier. Le chinois. L'anglais en premier, Oui. le chinois ensuite, Oui. l'hindouiste L'anglais. en troisième, français en quatrième. Bon, vous disiez. Bravo, Élisée. Mais ça Allez, s'explique, justement, avant de partir, vous avez des fiches, petite dictée. Oui, Je vais garder les fiches. Voilà. J'ai pas de Allez, stylo. écrivez-moi Bon, que ça, je donne s'il un vous stylo. plaît. T'as pas envie Les d'écrire, deux t'as pas robes, envie d'écrire. les deux robes furent J'ai pas de bleues. stylo. Je garde des fiches. Voilà. les deux robes furent bleues, c'est ça? Ouais, les deux robes furent bleues. D'accord. Je garde les fiches. Merci beaucoup. Ok. Voilà. Point à la ligne. On Point à la pourra ligne. montrer les fiches à la Non, nation. Élisée, gardez vos fiches. C'est moi qui décide. On va partir au prochain sujet, les amis. On va évoquer cette fois en politique nationale la date des municipales, sénatoriales et régionales. Bientôt connues. Là, je me tourne vers vous, Daouda. Ça vous intéresse? C'est un sujet qui vous intéresse. Bon, je pense que, comme on le disait, les sénatoriales, les élections au niveau local, c'est pour Municipal. bientôt. Généralement, on parlait de octobre, mais les gens ont parlé Du 2 septembre. du 2 septembre. Ouais. Mais c'est une date qui doit être plus ou moins entérinée. Pour que, si c'est entériné, donc il va falloir se préparer pour très C'est pour ça que j'ai dit bientôt. Hein. Voilà. Donc, je pense que les différents QG vont commencer à se mettre au branle-bas du combat pour pouvoir gagner des places dans les Élisée, différentes pourquoi on mairies. ramène la date Ben, on n'a pas expliqué les raisons dans les détails, mais je veux supputer, je veux supputer et penser que certainement c'est un prélude aux grandes échéances qui
qui seront devant nous, en fait, je pense. Parce que là, la date qui devait être la date normale devait être octobre, comme il a dit si bien. Et on sait que généralement, quand on sort des élections, il peut y avoir des périodes de contentieux. Et les contentieux, souvent, ça peut traîner 1 mois, 2 mois, voire 3 mois. Or, aujourd'hui, nous sommes confrontés à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui doit se jouer en janvier. Donc, je dis, si on part en octobre et qu'on fait les élections et qu'il y a des contestations, si on doit aller au contentieux et qu'on doit réorganiser encore de nouvelles élections pour certaines localités, on peut se retrouver vers janvier. Alors qu'aujourd'hui, l'idée, comme je le dis, je suis en train de supputer, l'idée, c'est de vraiment permettre que les gens, les uns et les autres, arrivent en Côte d'Ivoire dans la sérénité, dans la calmie. Donc, on se dit que si on met en septembre, même s'il y a des contestations, si on veut aller sur 3 mois, on tombe en octobre. On a encore d'octobre à décembre pour vraiment aplanir et assainir l'environnement politique. Là, tout le pour que les uns et les autres puissent revenir tranquillement. Quoi. Donc, vraiment, moi, c'est à ça que j'ai pensé. En même temps, je me suis dit, ce qu'il peut faire qu'on revienne vraiment vers septembre, en fait. En même temps, c'est dommage. Pourquoi c'est dommage? C'est dommage que des élections puissent être source d'inquiétude. Oui, ça par contre, je suis d'accord. Effectivement, en temps normal, je pense que l'invité qu'on a reçu hier, l'Ivoirien nouveau de l'ADN, comme il le disait, il ne faudrait pas qu'une élection soit source d'inquiétude, d'anxiété, d'angoisse. En temps normal, on vote, c'est fini. Celui qui a gagné, il dirige. Celui qui a perdu, il dit bravo, à l'année prochaine. Ce n'est que partie remise. C'est comme si on ne se faisait pas confiance d'une certaine manière, en fait, parce que devoir décaler, rapprocher la date pour éviter que ça tombe, en tout cas que les contentieux tombent. Mais ce sont des supputations. Hein. Non, ce sont des supputations, oui, c'est une réflexion, oui. Mais peut-être penser à ça, ça dénote encore qu'on a encore du chemin à faire. J'imagine que pendant les discussions... de la tenue d'élections apaisées dans notre pays. J'imagine que pendant les discussions, une phrase a été pour beaucoup dans le choix de rapprocher, c'était quelqu'un qui a dû dire « on ne sait jamais ». Non, mais moi je veux dire, même si on parle de... C'est vrai qu'on est en train de parler d'inquiétude au niveau des élections dans nos États, mais même dans les pays les plus développés, souvent les élections ne sont pas aussi faciles. La dernière élection en date, c'est l'élection de Joe Biden aux États-Unis. Ça n'a pas été... Je ne compare pas, mais je veux dire, aucune élection n'est facile. C'est un moment d'angoisse dans tous les pays. Sauf que chez nous en Afrique, vraiment, c'est puissance 10, quoi. Non, il y a des gens, c'est le type d'angoisse. Voilà. Dans certains pays, les gens angoissent en estimant que leur candidat passe ou pas. C'est un peu comme quand on regarde les matchs de foot. Dans d'autres pays, c'est l'angoisse en imaginant que les gens vont profiter de cette occasion-là pour venir piller ma télé. Donc, chacun son niveau d'angoisse. Donc, c'est vrai, vous parlez d'angoisse, mais ce n'est pas le même type d'angoisse. Bon, on va partir au JT, mais... J'ai vos fiches. Non, moi, je n'ai pas écrit. C'est édite. La fiche, c'est la dictée. Daouda, la dictée. Comme je n'aimais pas la dictée avant, c'est pas maintenant que je vais l'aimer. Daouda, faites-moi voir vos fiches, s'il vous plaît. Tiens, vas-y, écris. Allez. Moi, j'ai rien dit. Non, je vais écrire rien. Bon, ça y est, ça va. Il y a de l'agitation dans la classe. Vous aurez les images. Les 2 robes furent bleues. Accord ou pas? Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci d'être en notre compagnie. Merci de rester, merci d'être fidèles. Merci d'être des téléspectateurs sur qui nous pouvons compter parce que vous avez de l'amour pour nous. Et c'est justement marqué du sol de cet amour-là que chaque jour nous nous évertuons à vous proposer le meilleur sur nos chaînes. Madame Edith Bourbleu est avec nous sur le plateau du Grand Talk. À ses côtés, il y a Monsieur Daouda Koulibaly. Et puis de l'autre côté de la table, Élisée Boulougou, toujours présent. Les idées bien en place. Et puis, les couleurs sur le plateau sont assurées ce soir par Isabelle Vauvor, du saumon. Voilà. Et la loi, c'est la loi. Dio, vous qui faites les enfants là, qui vous envoie? Le petit là, si je est tranquille, tu l'envoies sur la terre, tu l'exposes à des travaux difficiles, à des travaux dangereux, tu le maltraites. Est-ce que tu sais que les enfants ont des droits? Non, tu sais même, tu fais comme si tu ne sais pas, sinon, tu sais. Générique. À chaque fois, dans les infos, on voit des enfants dans toutes sortes de situations. Tu te demandes même, est-ce qu'ils sont venus au monde tout seuls? Ils sont dans la rue, dans les mines, d'autres métiers busy. Tout le monde sait que les enfants doivent être protégés. Organisation internationale, chefs religieux, chefs coutumiers, même chiens et chats, ils savent que les enfants doivent être protégés. Sauf toi. Selon les dispositions de l'article 433 du Code pénal ivoirien, est puni d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 500 000 francs à 1 million ou l'une de ces 2 peines seulement quiconque fait ou laisse exécuter sciemment à un mineur des travaux dangereux. You know?
J'espère que tu as compris. Toi, tu as ta villa, tu as ton jet, tu as tout le lait. Tu vas chercher un enfant au village. Tu l'emmènes en ville, dans ta maison, et tu la transformes en Cendrillon des marmites, Cendrillon des assiettes. Elle lave tout. Elle exécute des travaux dangereux. C'est de toi la loi parle. J'espère que tu vas changer. Et la loi, c'est la loi. On aurait pu dire, hein, dur à l'ex, c'est de l'ex. Exactement. La loi est dure. La mais- loi, elle est dure. Mais c'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. Très très bien. Nous avons rejoint sur le plateau du Grand Talk en invité ce soir, M. Noël Kofi Maïzo, bonsoir. Vous êtes directeur général du Fonds de garantie automobile. Tout à fait. Alors, on s'était dit, on allait se faire un petit quiz. Quels sont les objectifs et missions du Fonds de garantie? Alors déjà, j'envoie un fonds, garantie automobile. Vous vendez des voitures? Non, je suis sûr que non. Alors, pour nos téléspectateurs, on présente le Fonds de garantie automobile. Ben, on y va? Allez-y. Ben, d'accord. Ben, je voudrais vous dire merci de l'opportunité que vous offrez au Fonds de garantie automobile, mais à son conseil d'administration, de venir à cette rencontre. Très bien. Le Fonds de garantie automobile est une entreprise privée de type particulier qui a été créée par l'État de Côte d'Ivoire en 2019. En 2019, mais les activités, en 2009, pardon, les activités ont commencé effectivement en 2010. La mission principale du Fonds de garantie automobile, nous avions 3 missions, mais dont une importante. 3 missions dont le cœur de métier, c'est la prise en charge des victimes corporelles d'accidents de la voie publique. Pour 2 cas qui sont essentiels, dans un cas de délit de fuite ou bien dans un cas de défaut d'assurance. Je vais reprendre de manière basique. Le délit de fuite, c'est quand un automobile de la voie publique est auteur d'accident de la voie publique et qui prend la fuite. Ou bien un usager de la voie publique, mais qui naturellement, au regard de la loi de 1989, qui stipule que tout usager de la voie publique doit se munir d'une police d'assurance à jour avant d'être sur la voie publique. Mais vous êtes d'accord avec moi que certains de nos concitoyens, naturellement, ne prennent pas ces assurances-là et qui sont sur la voie publique. Alors, restons sur le basique. Dans les 2 cas de figure que vous avez évoqués, comment le fonds intervient? Mais ces personnes-là, quand elles nous saisissent, notamment parce que quand il y a un accident dans la voie publique, le mécanisme de saisie, j'allais dire le déclencheur de la saisine, c'est un constat, parce que c'est le constat qui apporte la preuve de l'existence de l'accident. Quand ces personnes-là nous saisissent, soit dans notre base, dans notre direction générale, ou bien sur nos sites relais, notamment dans les centres de santé, les CHU, nous les prenons en charge au plan médical. Parce que quand l'accident ouvre droit, quand il y a un dommage corporel, nous les prenons en charge au plan médical. Donc nous avions installé un mécanisme de prise en charge dans l'ensemble des CHU. Mais également, nous sommes en train d'ouvrir dans un certain nombre de CHR. Donc la prise en charge est médicale. Mais quand l'accident ouvre droit à la réparation, donc quand l'accident survient et qu'il y a un dommage corporel, et qu'après le traitement médical, et que l'accident ouvre droit à la réparation, nous faisons agir notre mécanisme d'indemnisation. En réalité, c'est le cœur de notre métier. Le cœur de notre métier, c'est l'indemnisation des victimes corporelles d'accidents de la voie publique. Mais subsidiairement, pour être proche de nos victimes, nous avions installé depuis 2014 des bureaux relais. Parce que pour nous, les victimes d'accidents de la voie publique, on les retrouve dans les centres de santé, majoritairement. Je forme Moïse Boloubé, une question en 2. Hein. Alors, déjà, est-ce que ce mécanisme-là, vous avez l'impression qu'il est suffisamment connu des Ivoiriens? Et deuxième question, c'est est-ce que vous pensez qu'il fonctionne? Oui, il fonctionne. Mais le premier pan, vous voulez parler de la communication? C'est ça. Ben oui, je pense que nous avions notre choix, c'est un choix. C'est un choix de gestion, un choix stratégique que nous avions initié. Parce que c'est un sempiternel échange qu'on a, nous-mêmes, direction générale, avec le conseil d'administration. Je me rappelle que quand je suis arrivé à la tête de la structure, j'ai trouvé, effectivement, j'ai fait la critique de ce que la structure n'était pas connue et que nous ne communiquons pas. Mais quand je suis rentré dans les dossiers, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait opérer un choix. Nous avions donc la latitude de faire une communication comme celle-là, donc de manière grandeur nature, avec des affiches, avec tout ce qu'il y a comme instrument de communication, ou d'élargir notre champ d'action, notre champ d'implantation. Parce que, comme je l'ai indiqué, les victimes d'accidents de la voie publique, on les retrouve dans les CHU et dans les CHR. Donc, on a fait une analyse du coût et de l'impact. Coût d'impact, on implante les structures dans les CHU, ou bien on prend nos ressources, nos petites ressources, pour faire la communication grandeur nature, pour inviter, faire connaître la structure
et puis que les victimes Je viennent crois à que nous. le choix était bon, parce que si vous dites à tout le monde qu'il existe le fonds, quand ça va dans les CHU et qu'il n'y a personne pour nous prendre en charge, on se retournera vers vous. Vous avez Je parlé dois vous de... Élysée, s'il vous plaît. Vous avez parlé de si on nous saisit. Aujourd'hui, quand on voit que sur nos routes, on a de graves accidents de la circulation, notamment le dernier en date, c'est le cas UTB à Yamsokro qui a fait de nombreux morts, qui a vu une levée de boucliers du gouvernement. Dans ce genre de situation où des gens, il y a des accidentés de façon grave, qu'est-ce que le fonds fait pour ces nombreuses victimes des accidents de la route? Parce qu'on a vu des gens qui n'ont jamais été indemnisés. Or, vous avez parlé de saisie. Est-ce que vous ne vous... Comment j'ai envie de dire? Autosaisine. Est-ce que voilà... Si, on fait l'autosaisine, mais pour ce que vous avez indiqué pour l'accident de Yamsokro, ce type d'accident-là, de cette nature-là, on s'autosaisit. Parce que c'est des accidents qui sont connus, tout le monde en parle, on s'autosaisit et on va vers les centres d'évacuation. Les centres d'évacuation, c'est où les victimes ont été évacuées. Et puis, on voit quelles sont les victimes qui sont éligibles auprès de nous. Parce que la réalité est qu'aujourd'hui, dans le cadre actuel de notre action, toutes les victimes ne sont pas éligibles, malheureusement, auprès du Fonds de garantie automobile. Parce que je dois rappeler que quand un accident de la voie publique survient, il y a 4 structures qui interviennent dans la prise en charge. Et il y a nous, Fonds de garantie automobile, pour les 2 cas que j'ai indiqués, mais il y a le gros du lot qui est pris en compte par les compagnies d'assurance. Parce que quand vous êtes assuré, naturellement, quand il y a un sinistre, votre assurance intervient pour prendre en charge le sinistre. La troisième structure qui intervient, c'est l'AJE, l'agence judiciaire de l'État. L'État étant son propre assureur, quand un sinistre survient du fait d'une voiture de l'État, l'État intervient par le biais de l'AJE. Et puis enfin, il y a la cadre de la CEDEAO. Ça, il s'agit des sinistres transfrontaliers. Quand une voiture quitte de Burkina et qu'elle arrive en Côte d'Ivoire, qu'elle est impliquée dans un accident de la voie publique et que de cet accident naît des victimes, ces victimes-là doivent être prises en charge. Naturellement, la voiture n'est pas assurée d'ici, la voiture est assurée au Burkina, mais il y a un mécanisme communautaire que l'État a mis en place avec la communauté CEDEAO, qu'on appelle la cadre d'une CEDEAO. Ils interviennent pour prendre en charge ce type de victimes. Élysée? La condition pour être prise en charge, monsieur le directeur général, est-ce que c'est juste d'être transféré après votre accident dans un CHE ou dans un CHU? Est-ce que quelqu'un qui, après un accident, peut-être demande qu'il soit référé vers une clinique, n'est-il pas concerné par cette prise en charge? Alors, notre action est d'abord sociale. C'est la base. Et nous sommes arrimés à un barème. Les personnes qui sont victimes d'accidents de la voie publique, qui estiment qu'elles veulent se faire soigner dans une clinique, il n'y a aucun problème. Sauf que quand vous rentrez dans le dispositif de notre prise en charge, le barème s'applique à vous. Si la clinique, vous devez payer 100 000 francs à la clinique et que dans notre barème, c'est 80 000 francs, nous, on paiera les 80 000 francs. Okay. J'imagine que si vous êtes dans la clinique, ça suppose que vous avez les moyens adéquats pour vous prendre en charge. Vous aurez donc à payer les 20 000 complémentaires. Non, là, c'était juste de me rassurer, parce que tout à l'heure, quand vous parliez, vous évoquiez en fait le CHE et le CHU. Donc, je voudrais juste savoir si, en dehors de ces 2 centres-là, de ces 2 types de centres, même si on était référé dans un autre centre, on pouvait être aussi pris en compte par votre fonds de garantie. Peut-être que je n'ai pas pris le bon vocabulaire. Ce sont les centres de santé agréés. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et en termes d'hospitalisation, quels sont les frais que vous prenez en termes d'hospitalisation? La chirurgie, est-ce qu'il y a des plafonds? Nous, le plafond, le barème, ce sont les barèmes des hôpitaux publics. Donc, quand vous êtes référé au CHU, vous êtes pris totalement en charge, tous les frais. Mais si vous êtes référé dans une clinique, naturellement, il va y avoir un gap. Les frais publics, donc nous avions les barèmes du public, c'est ce que nous allons prendre en charge. Sinon, si vous êtes référé dans un CHU, nous prenons en charge tous les éléments. Tout est entièrement toute hospitalisation, frais médicaux, matériel d'espèce synthèse, tout. Et est-ce que vous avez des chiffres à nous partager? Parce qu'on a vu que ces 2 dernières années, donc de 2021 jusqu'à 2023, on a eu malheureusement une augmentation des accidents de la route et malheureusement des accidents aussi très meurtriers. Est-ce que vous avez constaté en termes de sollicitation également une évolution au niveau de vos prestations? Bon, les statistiques que nous avions, dont nous disposons, et en la matière, c'est l'OSER, qui est une structure avec laquelle nous travaillons, qui nous communique les chiffres. Nous sommes autour de 7 500, 7 800 victimes pour l'année 2022 qui vient de s'écouler en termes d'accidentés de la voie publique. Mais je l'ai indiqué, j'ai indiqué que lorsqu'intervient un accident de la voie publique, il y a 4 organismes qui interviennent. Quand vous regardez le ratio, le gros lot, comme je l'ai indiqué, 70% des structures qui prennent en charge ces victimes-là, ce sont les compagnies d'assurance, naturellement, parce que c'est leur métier. Et puis le reste, le résiduel, nous, on a 15 ou 20%, enfin j'allais dire même 10%, parce que ce ne sont pas toutes les victimes qui sont éligibles. Donc on a une dizaine de pourcents qui sont éligibles au Fonds de garantie automobile. Il y a également ceux aussi qui sont éligibles
pour les cadres, les accidents transfrontaliers. Donc, on a un minima, pour le moment, c'est la loi. Et on a un minima, bon, pour cette année, en année budgétaire, nous sommes à tout de 380 personnes qu'on a pris en charge. Mais ne regardez pas le chiffre, c'est le montant qui est important, parce que pour une victime peut nous coûter 3, 4, 5 millions. Ok. Et dans le En termes de prise en fonctionnement charge. du FGA, quelles sont les difficultés en fait, que vous rencontrez dans l'exercice de l'application en fait, de ce fonds, de vos missions? Nos missions, les problèmes que nous rencontrons, c'est d'abord dans les centres de santé, parce que depuis un certain temps, nous nous sommes déployés dans les centres de santé. Et ce auquel nous sommes confrontés, et qui ne relève pas naturellement de nous, c'est le plateau technique. Nous nous sommes rendus compte que le plateau technique, par endroit, ne sont pas aux normes. Mais naturellement, l'État, je pense que l'État s'emploie à faire en sorte que les plateaux techniques dans nos centres de santé, dans les hôpitaux, puissent être aux normes. Voilà les problèmes essentiels. Bon, pour le reste, naturellement, dans toute organisation stratégique, il y a des difficultés d'ordre organisationnel, mais c'est notre boulot. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement, notre rôle, c'est de faire le diagnostic, d'identifier le dysfonctionnement et mettre des mesures pour lever les dysfonctionnements qui existent. Bon, moi, je voudrais poser la question dans l'autre sens. Quelles sont les difficultés que les gens vous ont remontées? Vous dire, est-ce qu'il y a eu des cas, par exemple, où quelqu'un devait être pris en charge, mais on est tombé dans un CHR où les personnes en place n'étaient pas suffisamment formées, ou n'avaient pas forcément en tête le mécanisme pour pouvoir prendre en charge quelqu'un? Est-ce que vous avez eu ce genre de... Bon, je pourrais parler de faiblesse de notre dispositif parce que les accidents de la voie publique se tiennent partout sur l'étendue du territoire. Et là, aujourd'hui, dans le cadre de notre mission, nous ne sommes pas installés partout. Donc, un accident qui intervient, un accidenté de la voie publique qui survient à Korogo, la victime, aujourd'hui, c'est par la voie de notre site Internet que la saisine se fait. Le temps que la saisine se fait, ça, c'est vraiment une difficulté majeure que les victimes nous relèvent, le fait que nous ne soyons pas encore déployés sur l'ensemble du territoire. Et vous avez dit un mot tout à l'heure qui m'intéresse, le temps. Le C'est temps. de ça que je voulais parler, Voilà, le délai. un accidenté pris en charge en combien de temps? Bon, pour que nous prenions la victime en charge, parce que la difficulté qui est la nôtre, c'est d'identifier la victime, l'éligibilité de la victime. On ne prend pas tout d'ego une victime qui vient à nous parce que la loi nous fait obligation de prendre en charge les deux typologies de victimes que j'ai indiquées. Mais ces victimes-là, il faut les identifier. Comment les identifier? Le seul mécanisme par lequel on peut l'identifier, c'est le constat. Mais vous êtes d'accord avec moi que le constat, il peut faire une semaine. En termes de palliatif, on a élaboré une fiche qu'on appelle la fiche des sinistres, qui a les mêmes caractéristiques que le constat d'accident, que nous remettons, puisque dans le cadre de notre organisation, nous sommes installés dans l'ensemble des CHU. Quand une victime arrive au CHU, nous remettons cette fiche-là, soit à la victime ou bien à ses accompagnants, pour avoir les informations. C'est à partir de cette information qu'on se dit que la victime est éligible auprès du fonds de garantie ou non. Mais cette fiche-là, au bout de 3 jours, c'est réglé, on la prend en charge. Mais ça pose le problème que nous-mêmes nous avions identifié et pour lequel l'État aussi aujourd'hui est en train de mettre en place un dispositif dans le cadre de la stratégie nationale de la sécurité routière. J'imagine qu'on va en parler. L'État, ayant constaté ce dysfonctionnement, a décidé, sur instruction du président de la République, de mettre en place la stratégie nationale de la sécurité routière qui se décline sur 7 axes. Et sur les 7 axes, les 6 premiers axes permettent de faire la sensibilisation, la formation, l'éducation au code de la route. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils ne surviennent pas l'accident. Mais vous êtes d'accord avec moi que quelles que soient les mesures que nous allons prendre, l'accident finira par arriver. Quand l'accident arrive, c'est là que le fonds de garantie automobile monte en front. Quand ce dispositif va être mis en place, quand le décret ou toutes les organisations qui sont en train de se mettre en place se feront, mais à partir de maintenant, à partir de cet instant-là, lorsque surviendra un accident de la voie publique, automatiquement, on n'aura plus de tri. Toutes les victimes seront éligibles auprès du fonds de garantie automobile. Nous allons prendre en charge les victimes, mais attention, jusqu'à l'hospitalisation. Parce que ce que l'État veut résorber, c'est de dire que lorsqu'une victime arrive au CHU ou bien CHR, on n'a pas de mécanisme pour la prendre en charge systématiquement. Et les experts se sont accordés à dire que quand la prise en charge n'est pas faite avec célérité, après on se retrouve à gérer les conséquences. L'État ne veut pas gérer les conséquences. Donc l'État met ce dispositif pour que nous, au fonds de garantie automobile, on monte, on prenne en charge toutes les victimes. Et puis après, les victimes, je l'ai indiqué, je dis il y a 3 types d'organisations qui payent. C'est ça. Nous prenons la victime jusqu'à l'hospice, c'est-à-dire qu'on sort la victime de la zone dangereuse. Lorsque la victime est dans la zone dangereuse, si c'est une compagnie d'assurance qui est derrière, elle prend le relais, elle prend en charge la victime, elle suit son mécanisme jusqu'au bout.
Mais entre-temps, nous, Fonds de garantie, on a engagé des ressources pour prendre en charge la victime. Ces ressources-là doivent nous être restituées. Donc il y a une action récursoire qui va être mise en place de concert avec les compagnies d'assurance, de concert avec l'AJE et de concert avec la CADMI CEDEAO, pour que les ressources engagées nous soient rétrocédées et que les structures prennent le relais pour faire en sorte que la victime... Et quel est l'arrimage en fait entre le FGA et la CMU par exemple? À quel moment est-ce que la CMU prend le relais ou intervient dans tout ce processus? La CMU, c'est une compagnie, ils interviennent dans le mécanisme d'assurance. Donc, on sera à un ancrage complémentaire. Quand la victime est éligible chez nous et que la CMU prend une partie, si la CMU prend une partie, les parties qui n'ont pas été prises en compte par la CMU peuvent être prises par nous. Encore faut-il que la victime, comme je l'ai indiqué, si on est dans l'ordre actuel, c'est qu'elle soit éligible chez nous, c'est qu'elle ait été victime d'accident de la voie publique pour les 2 cas que j'ai cités. Quand le mécanisme va se mettre en place, c'est nous qui montons en front. Si nous montons en front et que nous prenons en charge, la personne qui paye là, on l'identifie à partir du constat d'accident après. Mais monsieur le directeur, vous parlez d'éligibilité. Ça fait peut-être 3 fois que vous revenez sur l'éligibilité de la victime chez vous. On va faire de la pédagogie. Qu'est-ce qu'il faut pour être éligible chez vous? Pour qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens puissent savoir, j'ai un accident ou j'ai un parent qui a un accident, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit éligible, pour que le fonds de garantie automobile puisse le prendre en charge? Quand dit-on qu'une victime est éligible Voilà. en fait, au fonds de garantie La automobile? victime éligible au fonds de garantie automobile, c'est la victime dans laquelle un accident a eu lieu et que le chauffeur a pris la fuite. Quand le chauffeur, parce que le mécanisme, c'est bon que je vous explique, le mécanisme de la création, le législateur communautaire, le fonds de garantie automobile est une entreprise paritaire qu'on retrouve dans l'ensemble des 16 pays du Code CIMA. Donc c'est la volonté des chefs d'État de ces 16 pays-là pour compléter, c'est une assurance complémentaire. Parce qu'on s'est rendu compte que ces 2 typologies de victimes-là ne sont pas prises en compte dans notre arsenal de prise en charge. Donc quand une voiture, quand un usager de la voie publique fait un accident de la voie publique et qu'il prend la fuite, la victime n'a aucune couverture. Parce que celui qui doit faire la réparation a pris la fuite. Dans un État, les États ont estimé que cette victime-là est laissée pour compte. Donc, cette victime-là, lorsqu'elle nous saisit, naturellement par le biais d'un constat, parce que si elle ne nous saisit pas par un constat, on n'a aucun élément de ce que l'accident a eu lieu. Parce que je voudrais vous dire, quelqu'un qui monte sur un arbre et qui tombe et qui se fracture la main, a les mêmes séquelles qu'un usager de la voie publique qui a fait un accident de la voie publique et qui s'est fracturé le bras. Donc, ces 2 personnes-là, si on n'a pas un mécanisme de tri, notamment le constat, on n'a aucun élément pour montrer que la victime est éligible chez nous. Donc, pour que la victime soit éligible chez nous, il faut qu'il y ait accident de la voie publique, l'auteur prend la fuite. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas d'éligibilité, c'est quand un accident de la voie publique intervient, il ne prend pas la fuite, mais au contrôle, il n'a pas d'assurance. Donc, il n'est pas couvert. Il est frappé par la loi de 1989 qui stipule que tous les usagers de la voie publique doivent se prémunir d'une police d'assurance à jour avant d'être sur la voie publique. Donc, il est frappé d'un délit. Ce sont ces 2 victimes-là, ces 2 sinistrés-là qui sont éligibles chez nous. Okay. Mais c'est bon de dire que la loi, il y a une loi qui fait obligation à ces usagers-là de se prémunir. À partir du moment où ils sont victimes, ils sont auteurs d'accidents dans la voie publique et qu'ils prennent la fuite, et que nous, Fonds de garantie automobile, on prend en charge, ça ne veut pas dire que c'est des fonds perdus. Nous faisons une action récursoire. Pour la personne qui n'a pas fait, qui n'a pas de police d'assurance, nous prenons en charge la victime, mais nous faisons une action récursoire pour retrouver les ressources que nous avions engagées pour prendre après la victime, et puis 20% de pénalité. Et cette personne-là, elle est pénalement poursuivable, parce que la loi, il y a une peine privative de liberté de 3 mois à 2 ans. Est-ce que vous avez déjà récupéré les fonds pour des personnes qui n'ont peut-être pas, qui sont auteurs donc de ces délits et qui n'ont pas les moyens de payer en plus de la peine? Si, puisqu'on a un mécanisme juridique, quand la voiture est impliquée, déjà mise en fourrière, donc on a un mécanisme de conciliation avec ces victimes-là qui prennent des engagements et qui payent ce qu'on nous avions déboursé pour prendre en charge la victime. Monsieur le directeur général, la difficulté de votre exercice pour la suite sera de répondre à peut-être 3 questions en 2 minutes. J'espère que vous allez y parvenir. Allons-y sur un cas de figure, hein. Je crois que je dis ça sur nos pages des réseaux sociaux, où quelqu'un est victime d'un accident, il est éligible. Il prend en charge lui-même pour l'instant ses soins, ses frais médicaux, donc sa chaîne de soins jusqu'à l'hospitalisation, il en sort. Est-ce qu'il a l'occasion de saisir le fonds sur présentation d'un ensemble de documents pour peut-être espérer se faire rembourser? Intégralement.
Très bien. Lorsqu'elle elle vient avec l'ensemble des factures, en tout cas en ce qui concerne la prise en charge, il est totalement remboursé. Ça, c'est le premier aspect en termes de médicaments. Et puis le deuxième aspect, quand il y a eu accident, ça crée des dommages. La partie indemnisation intervient. Il est intégralement pris en charge aussi en termes du point de vue indemnisation. Il reste 45 secondes. Il peut aller dans une clinique et payer lui-même ses frais et ensuite vous saisir. Mais il nous saisit et nous appliquons le barème. Voilà. Ok. Alors, justement, 45 secondes, hein, on va évoquer la question de votre intervention dans la stratégie nationale de sécurité routière. C'était votre question, Élisée? Oui, c'était juste de savoir, après tout ce que j'ai entendu, hein, à quel moment donc, ou du moins quelle est la contribution du fonds de garantie dans la stratégie de sécurité routière quand on sait que l'objectif de cette stratégie-là, c'est de réduire de façon drastique les taux d'accident en Côte d'Ivoire? Non, je pense que la stratégie est bien menée parce que les experts se sont rendus compte que quelles que soient les mesures qui vont être prises pour faire en sorte qu'il n'intervienne pas, qu'il n'y ait pas d'accident, l'accident finit par arriver. Donc, je dis c'est le 7e axe prioritaire, c'est sur lequel le fonds de garantie intervient. Donc, l'État a estimé qu'on va maintenant ouvrir, au lieu d'avoir 2 types de victimes éligibles chez nous, toutes les victimes, quand cette stratégie va être mise en place, seront éligibles chez nous. Mais monsieur le directeur, ça c'est la dernière question. Je suis sur le plateau, je connaissais le fonds, mais je ne sais pas où il est situé. Ah, le fonds est situé à la 7e tranche. D'accord. À l'avenue Compra, avenue Didier Arafat, non loin, à 100 mètres de la pharmacie 7e tranche. Bon, alors on va aider Daouda avant qu'il ne décide de marcher pour vous trouver au fond, monsieur le directeur. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour pouvoir joindre le fond? Il y a un autre site internet, c'est voilà. www.fga-6ci.net. Très bien. www.fga-6ci.net. Je pense que c'est la voie par laquelle beaucoup d'usagers nous saisissent depuis un certain temps. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Monsieur Noël Kofi Maïzan, je rappelle que vous êtes directeur général du Fonds de garantie automobile. Vous étiez sur notre plateau, justement, pour nous permettre de mieux connaître ce fonds. Et sur ce plateau, nous avions madame Élise Broubleu, monsieur Daouda Koulibaly, madame Isabelle Govor et bien sûr, monsieur Élisée Bolougo. Tous se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur Live TV. Nous, on vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.